collègues, je vous propose de commencer à l'heure. Nous recevons ce matin M. Philippe Val, président directeur général du groupe La Poste. Je vous salue et je vous remercie, Monsieur le Président, de votre présence parmi nous ce matin. Ravi de vous revoir. Le groupe La Poste se situe à un moment charnière de son histoire et connaît une période de transformation accélérée. Par conséquent, nous sommes heureux de pouvoir vous entendre, vous présenter les principaux enjeux, en particulier sur le plan financier, qui nous intéressent tout particulièrement, bien sûr, mais aussi d'un point de vue industriel. Votre témoignage nous semble d'autant plus judicieux que ça fait maintenant plus de 10 ans que vous présidez aux destinées de La Poste. En effet, vous avez pris vos fonctions en 2013, après avoir dirigé pendant 2 ans la Banque Postale. Je salue d'ailleurs le président de la Banque Postale, M. Dédéen, qui interviendra aussi après vous. Le groupe La Poste est une maison qu'on ne présente plus, tant elle est inscrite dans notre patrimoine national. Elle participe d'un certain modèle de service public auquel nos concitoyens sont attachés. Permettez-moi néanmoins de rappeler que votre groupe représente dans son ensemble près de 240 000 agents et un chiffre d'affaires annuel de 34 milliards d'euros. Au-delà de son activité historique de distribution du courrier, le groupe La Poste a également développé des activités dans plusieurs autres secteurs, dont en particulier la logistique, les services numériques et les services financiers à travers la Banque Postale créée en 2006. Rappelons également que le législateur lui a confié 4 missions de service public qui recouvrent le service universel postal, l'aménagement du territoire, la distribution de la presse et l'accessibilité bancaire. Pour financer ces missions de service public, le groupe La Poste reçoit une subvention budgétaire versée depuis la mission économie qui représentera en 2024 plus de 90 millions d'euros. Alors que depuis 2018, la mission de service universel postal est devenue déficitaire, chacune de vos 4 missions de service public fait désormais l'objet d'une dotation spécifique financée par le budget de l'État. Alors que notre pays est marqué par la dégradation de ses comptes publics, la Commission sera particulièrement attentive à votre diagnostic sur l'avenir du financement du service universel postal. Avant que le législateur n'ait à se prononcer sur la désignation du futur prestataire du service universel postal à compter de 2026, vous nous direz quelles pistes d'évolution vous identifiez quant aux exigences de ce service public et à ses voies de financement. Depuis votre prise de fonction, il y a 10 ans, force est de constater que le paysage des services postaux en France a profondément évolué. Pour commencer, le groupe La Poste doit faire face à un mouvement général d'érosion du recours aux services d'envoi de courrier. Ainsi, depuis 2008, le nombre de courriers envoyés en France a été divisé par 3, passant de 18 à 6 milliards par an. Cette activité ne représente plus, dans le chiffre d'affaires du groupe La Poste, que 17% en 2022, contre 41% en 2010. Pour répondre à ce phénomène d'attrition, La Poste a récemment fait des choix controversés, notamment en décidant de supprimer le timbre rouge à compter du 1er janvier 2023, au regard de la réduction accélérée du nombre d'usagers. Alors que, lors de l'annonce, l'économie associée à la suppression de ce service était estimée à 500 millions d'euros, vous nous direz si, 1 an après, avec 1 an de recul, ce montant vous semble toujours d'actualité. Parallèlement à cette restructuration du service postal, le groupe La Poste a également engagé un double mouvement de diversification et d'internationalisation de son activité. La branche financière de La Poste, incarnée par la Banque Postale, ne représente que 21% du chiffre d'affaires du groupe, mais plus de 95% de son résultat d'exploitation, hors événements exceptionnels en 2023. Excusez-moi. À ce titre, la Commission sera intéressée de savoir comment la Banque Postale a réagi face à la remontée des taux d'intérêt et quels sont les principaux enseignements que vous tirez du rapprochement avec CNP Assurances réalisé en 2022. Nous serons également attentifs aux éléments que vous pourrez nous apporter quant à l'hypothèse qui est à l'étude de cessation d'activité de la banque en ligne Ma French Bank, que le groupe La Poste
avait créé en 2019. Sur le sujet de la diversification, vous pourrez également évoquer les perspectives de développement de votre activité dans le domaine des services à la personne ou de l'accessibilité numérique. Je vous cède maintenant la parole avec plaisir, Monsieur le Président, avant de prendre les questions évidemment des rapporteurs spéciaux et du rapporteur général ainsi que tous nos collègues. Et après vous, Monsieur Dédéan interviendra. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, d'abord vous dire que pour Stéphane Dédéan, qui est le patron de la Banque Postale, le président du directoire de la Banque Postale et moi-même, c'est un grand honneur d'être auditionné par vous et vous dire aussi que c'est une grande nécessité, car nous devons vous rendre des comptes et Stéphane Dédéan et moi-même sommes ici pour vous rendre des comptes. La première chose, Monsieur le Président, vous en avez parlé, vous rendez des comptes sur la transformation de la Poste. 70% du chiffre d'affaires de notre groupe, quand la Poste a été créée en 1990, 70% était de la lettre. À la fin de cette année, les chiffres ont un peu évolué, Monsieur le Président, depuis que vous en avez parlé, nous serons à 15%. 15% de lettres. Ça veut dire que la transformation a eu lieu, et elle a eu lieu dans des conditions économiques solides, puisque notre chiffre d'affaires en 2013 était de 21 milliards d'euros. Depuis, nous avons perdu plus de 6 milliards d'euros de lettres. C'est considérable. C'est un choc qui représente le chiffre d'affaires de la RATP au hasard ou du groupe Dassault Systèmes. Malgré cela, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, notre chiffre d'affaires fait 34 milliards d'euros. Et cette transformation s'est traduite également par une montée des bénéfices de notre groupe, ce qui au total veut dire que le groupe s'est transformé par ses activités, par son chiffre d'affaires, et nos postières et nos postiers ont touché au cours des 3 dernières années les plus importants montants d'intéressement de notre histoire, ce qui veut dire que quand la Poste se transforme, elle le fait aussi au bénéfice de ses salariés. Ces salariés qui ont été les acteurs numéro 1 de la transformation dans des conditions, il faut le dire, difficiles, car c'est un changement total de leur identité professionnelle qui se joue en ce moment. Et cette transformation, nous la leur devons. Nous la devons aussi au soutien de nos 2 actionnaires, la Caisse des dépôts et consignations et l'État, qui nous ont permis de faire cette diversification dont vous avez parlé, Monsieur le Président, et également au gouvernement et aux législateurs, car nous avons bénéficié de la loi Pacte pour mettre en place l'opération Mandarine, qui a consisté à ce que la Caisse des dépôts devienne le premier actionnaire de la Poste et que la Banque Postale devienne le premier puis le seul actionnaire de CNP. Cette opération est absolument transformante dans notre histoire. Et donc cette transformation, elle doit se poursuivre. Elle est évidemment difficile. Mais elle est réussie puisque l'entreprise, malgré une année 2023 très difficile, marquée par la crise économique et la montée de l'inflation, a gagné de l'argent l'année dernière, ce qui vous montre, et ce dont je suis particulièrement fier, que le modèle est solide et qu'il tient les épreuves de la conjoncture économique. C'est ça qui est le plus important. Alors, nos missions de service public, vous en avez parlé, et Stéphane Dédéan développera dans son propos la mission d'accessibilité bancaire. Nous les tenons, elles sont sous tension, ces missions de service public, vous le savez bien, vous représentants de notre pays. Le service universel postal voit son compte se dégrader. Il faut là s'arrêter 2 secondes en regardant au-delà de nos frontières. Partout en Europe, la lettre chute. Et l'intérêt de la position française, c'est qu'elle est moyenne. Nous avons perdu plus de 2/3 de nos courriers. Les Danois, 95%. Donc la lettre est en train de disparaître au Danemark. Et les Suisses, 55%. Voilà, nous sommes en position moyenne. Face à cette position moyenne, et je devance une question qui viendra sans doute de votre part, face à cette évolution moyenne, nous avons augmenté les prix du timbre en moyenne dans une position intermédiaire en Europe. Enfin, vous l'avez souligné, nous avons mis en place l'année dernière la suppression de la lettre rouge. Elle a produit les effets économiques que nous souhaitions pour la première année, une économie d'à peu près 120 millions d'euros.
Les 500, ce sera sur une période de 5 ans, puisqu'il faut réorganiser les choses. Et elle a produit la totalité des économies de gaz à effet de serre que nous recherchions aussi, puisque nous avons arrêté l'avion pour desservir l'intérieur du marché domestique. Enfin, les clients ont plébiscité la lettre verte comme une alternative à la lettre rouge. Quant à la e-lettre rouge, qui a connu un début chaotique, je le reconnais, et pour lequel nous n'avons pas été complètement parfaits au départ, elle a trouvé son rythme de croisière, 7000 par jour, qui servent à des urgences, des abonnements, urgences de dernière minute. Nous devons faire progresser sa qualité de service, elle est encore insuffisante, mais cette nouvelle gamme courrier que nous avons mis en place l'année dernière nous a permis de contenir le déficit de la mission de service public du courrier. Sur l'aménagement du territoire, nous avons signé un accord très important l'année dernière avec l'Association des maires de France, qui se déroule de notre point de vue dans de bonnes conditions. Il faut adapter notre réseau de bureaux de poste et de points de contact à la baisse de la fréquentation. 2,1 millions de personnes dans les bureaux de poste en 2010, 800 000 aujourd'hui. Il y a un changement d'habitude auquel nous essayons de nous adapter en nous servant d'un outil de concertation puissante avec les élus, la commission départementale de présence postale territoriale, qui fonctionne bien. Je suis avec Yannick Imbert, qui est responsable des relations avec les territoires et avec les élus en Lozère. Vendredi prochain, eh bien, nous allons rencontrer le président de la commission départementale de présence postale territoriale et nous essayons de gérer ensemble cette mission. Dernière chose, le transport de la presse. Là, les choses sont un peu plus difficiles parce qu'elles ne se sont pas passées comme le rapport Gianesini, qui a constitué la base de la loi, le prévoyait. Le portage a beaucoup baissé parce que les journaux ont eu du mal à trouver des porteurs et le postage a augmenté, ce qui veut dire que notre déficit a augmenté. Vous l'avez souligné, Monsieur le Président, nos missions de service public restent lourdement déficitaires et nous sommes au travail avec le gouvernement, avec l'AMF, avec la Caisse des dépôts et un jour avec vous-même, le législateur, pour voir si nous pouvons toucher au périmètre de ces missions, ce qui s'avère particulièrement redoutable, parce que très peu de ces missions sont modulables, et aussi poser le problème du déficit résiduel. Alors, avant de passer la parole à Stéphane Dédéian, je voudrais rebondir sur ce que la Poste pourrait faire de différent dans d'autres missions, même si on travaillera avec vous sur la loi postale, sur le choix du nouvel opérateur. Je veux tuer tout suspense. La Poste, les postières et les postiers seront candidats à reprendre un mandat, si j'ose dire, d'opérateur postal, sauf si le pays trouvait mieux et moins cher, ce qui n'est pas complètement évident, là aussi, quand on regarde les autres pays d'Europe. Mais nous serons candidats à cela. Il y a clairement deux missions que nous pourrions suivre, quelle que soit leur configuration juridique, pour le pays, et nous avons commencé à le faire. Vous avez parlé, Monsieur le Président, des services à domicile. Nous les avons massivement développés dans la période récente, notamment autour du port de repas à domicile. Nous en faisons plus de 15 000 par jour aujourd'hui. Nous sommes le premier opérateur dans le pays pour un marché de 150 000 par jour aujourd'hui. Ce produit, ce service se développe à très grande vitesse et j'ai été accueilli il y a 15 jours par l'Union nationale des CCAS lors de son congrès au Havre et je leur ai dit que la Poste était prête à devenir le premier opérateur. Vous voyez que ça installe, par cette livraison de repas qui, par définition, est quotidienne, la base d'une architecture des services de proximité que le gouvernement et le législateur décideront d'utiliser pour d'autres services, aller vers, heures de convivialité, délivrance de médicaments. Vous avez une infrastructure qui existe et qui va se densifier, évidemment pas grâce à la lettre, qui est en train de disparaître, mais grâce au repas. Dernière chose, sur le numérique, nous avons suivi les travaux des commissions parlementaires et donné un coup de main à l'État dans la régulation du compte personnel formation. Vous vous souvenez que celui-ci a fait l'objet d'escroqueries de masse. Nous avons fourni notre identité numérique à France Connect pour devenir France Connect Plus. Ces escroqueries ont cessé. Et en bureau de poste, nous avons délivré gratuitement, je me permets de le souligner, 2,5 millions d'identités numériques qui ont permis aux gens
d'accéder et de protéger leur compte personnel de formation. Nous pouvons faire plus. Nous sommes engagés dans un projet de cloud souverain avec la Caisse des dépôts, le groupe Dassault et le groupe Bouygues. Nous sommes le premier fournisseur d'identité numérique aux côtés de l'identité substantielle et nous allons nous développer dans ce sens. Notre banque, évidemment, a un rôle clé à jouer, n'est-ce pas, Stéphane Dédéian? Oui, merci beaucoup. Je salue tous ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Quelques mots sur la banque pour vous dire que c'est une banque qui a des atouts très solides qui nous permettent, je crois, de jouer notre rôle de banque citoyenne au plus près des territoires et d'avoir le projet d'offrir finalement le meilleur de la banque assurance pour tous. Alors, dans les atouts, je vais en citer quelques-uns. Je voudrais rappeler que nous sommes la 11e banque de la zone euro, que nous avons une base de dépôt à vue très solide, très granulaire, et notamment dans une année 2023 où les dépôts à vue ont baissé, nous avons gagné 0,5 points de part de marché dans les dépôts à vue. Notre ratio de solvabilité est parmi les plus solides de la zone euro. Et puis nos résultats ont été résilients en 2023, malgré l'impact du choc de taux d'intérêt sur notre marge nette d'intérêt, qui est notre indicateur de revenu principal, grâce à l'apport de CNP Assurance qui donne une très grande stabilité au modèle de banque assurance que nous formons. Et puis je dirais que notre appartenance au groupe La Poste nous amène un atout de confiance et de proximité qui, je crois, est très important. Alors, quand je parle de jouer notre rôle de banque citoyenne au plus près des territoires, je voudrais juste rappeler que finalement la Banque Postale, c'est la banque de tous les Français. Nous avons 20 millions de clients. Nous avons un maillage vraiment au cœur des territoires, que ce soit pour les particuliers, les professionnels, les associations, les PME et les ETI, et puis les collectivités locales et les hôpitaux, via les bureaux de poste, les agences communales, les centres d'affaires. Et je rappelle que nous sommes le premier financeur des collectivités locales et des hôpitaux avec 4,5 milliards de financement en 2023. Alors ce projet d'offrir le meilleur de la banque assurance pour tous, le pour tous, c'est depuis la mission d'accessibilité bancaire et aussi les clientèles en situation de fragilité financière qui sont l'objet d'une attention permanente, jusqu'à la gestion privée, la gestion de fortune avec Louvre Banque Privée qui est une de nos filiales. Le meilleur pour tous, c'est, je crois, notre capacité à démocratiser un certain nombre de produits ou de services financiers qui d'habitude sont réservés à certains. Je vais prendre pour exemple le contrat d'assurance vie dans lequel nous pouvons mettre une option de gestion sous mandat intégral à partir d'un premier versement de 70 € et d'un abonnement mensuel, un versement mensuel de 50 €. C'est une ingénierie qui d'habitude est réservée à des clients fortunés. Eh bien là, nous la mettons à la disposition du plus grand nombre. J'aurai d'autres exemples, mais je ne voudrais pas être trop long. Et puis, en tant qu'entreprise à mission, je crois qu'on a un leadership important dans la finance à impact. Notamment, nous sommes la première banque à avoir fait certifier par un organisme scientifique la trajectoire de décarbonation des actifs qui sont dans notre bilan. Et puis, nous proposons aussi des offres à impact. J'en citerai deux. Le crédit immobilier à impact, qui fait l'objet d'ailleurs d'une campagne de communication en ce moment, et qui incite à faire des travaux de rénovation énergétique ou à bonifier le bilan énergétique du bien qui est financé, avec des incitations en matière de taux proposés aux clients. Et puis le fonds de transition énergétique qu'on a mis en place en synergie dans le conglomérat qui fait 1 milliard d'euros et qui finance des projets de fermes solaires ou des choses comme ça dans les territoires. Voilà, je crois qu'on a trois priorités. La première, c'est de consolider les fondamentaux de la banque de détail, parce que c'est vrai que le choc de taux nous a montré qu'on était peut-être un peu plus dépendant que d'autres à la marge nette d'intérêt, et donc il faut diversifier nos activités. Et notamment l'apport de CNP va nous permettre de faire du multi-équipement des clients en les servant mieux, en les accompagnant tout au long de leur vie avec des produits d'assurance qui viennent compléter les produits bancaires. Ensuite, on a tout un tas de projets de développement et de diversification autour de la BFI, la banque de financement au plus près des territoires, Louvre Banque Privée, notre banque de gestion privée, notre structure d'asset management, la Banque Postale Asset Management, et puis les CNP Assurance. Et puis enfin, tous les jours, on cherche à transformer notre modèle en incarnant notre raison d'être. Je rappelle que nous sommes une entreprise à mission
et en combinant aussi la technologie et l'humain pour avoir le plus de valeur ajoutée possible pour tous nos clients. Merci Stéphane. L'exemple de notre banque, de votre banque, c'est comme pour le reste de la Poste, on est à la disposition des grandes politiques publiques, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient locales, on le prouve. Et peut-être, pour revenir sur le passé, nos premiers contacts ont été intenses en 2011, quand il s'est agi de créer une nouvelle banque des collectivités locales à la suite de la faillite de Dexia. Les postiers étaient là, la Banque postale est là. Nous vous disons la même chose pour les enjeux de l'avenir. Voilà pour cette introduction, Monsieur le Président. Je vous proposais dans l'ordre d'abord le rapporteur général, bien évidemment, puis les deux rapporteurs spéciaux, Frédéric Espagnac et Thierry Cozic, et déjà une page complète de collègues inscrits pour interroger le président. Monsieur le rapporteur général. Oui, pardon. Merci, Président. Merci, messieurs, en tous les cas, les présidents et directeurs généraux. Moi, je veux vous remercier non seulement de la présentation, mais je dirais peut-être de la méthode qui a prévalu depuis une décennie sur effectivement la transformation d'un service public qui aujourd'hui, pour les activités que vous exercez, s'est transformé en une mission de service public et beaucoup de services privés, ce qui n'est pas forcément d'abord évident à réaliser et qui n'est pas toujours bien cerné par, non pas par les usagers, mais parfois même par nos élus qui ont encore la tête sur ce service postal qui se réduit fortement pour les raisons que vous évoquez et qui sont nos modes de vie. Je veux revenir sur, puisqu'on est en commission des finances, sur la question qui mobilise la subvention de l'État chaque année au titre du service universel postal. La France met un peu plus d'un demi-milliard d'euros. C'est davantage, d'abord, ce n'est pas le modèle partout en Europe, et c'est davantage que dans certains pays. Je pense à l'Italie où la participation est de moitié inférieure. Parfois, comme en Belgique, le choix a été fait de ne distribuer que 5 jours par semaine. Parfois également de réduire ce que j'appellerais les contraintes et exigences de service pour soit ne pas subventionner, soit réduire la subvention. Quelle est à ce sujet votre opinion alors aujourd'hui au regard du passé et peut-être se projeter un peu pour en fonction de ce que vous pensez pouvoir exprimer au titre de votre responsabilité actuelle sur peut-être une révision des exigences du service postal universel, puisqu'il y a évidemment un lien avec la participation financière, et quel regard vous portez sur les expériences étrangères. Deuxième élément, c'est celui du contrat d'entreprise, donc sur la période 23-27. Donc en 2022, c'était la participation de l'État 520 millions d'euros. Pour 2024, la compensation au titre de 2023 prévue par la loi, c'est 500 millions, donc c'est moins. Est-ce que cela veut dire que le dispositif de la rémunération à la performance a disparu? Est-ce qu'il existe encore et sous quelle forme? Et quelles sont les modalités ou les raisons qui auraient pu vous conduire à, je dirais, à une moindre application de ce dispositif? Et puis je voudrais... moi, je ne vais pas revenir sur la diversification. Je vous dis quand même que dans la communication, elle est importante parce que parfois, et j'ai eu l'occasion de vous le dire dans certains petits déjeuners que vous organisez, la diversification, souvent, elle finit par ramener une entreprise vers 2 ou 3 activités seulement pour en faire finalement les activités majeures. Je pense, en ce qui vous concerne notamment, je crois que l'activité colis, par la répartition que vous avez, là, il y a vraiment... Mais vous êtes en plein service privé concurrentiel, mais le maillage vous permet de répondre aux besoins.
Et peut-être enfin, puisque nous sommes aussi représentants des élus, la feuille de route et les contraintes qui sont les vôtres aujourd'hui pour pouvoir continuer de garantir la présence et l'ouverture des bureaux de poste, des agences postales dans les plages horaires les plus larges possibles. Et au regard, les agences postales, il y a une contrepartie financière, mais dans les bureaux de poste où on voit de plus en plus de difficultés d'avoir les horaires d'ouverture avec la présence de personnel en tout point du territoire. Donc, moi, je vous alerte parce que ça devient de plus en plus tendu. Et quelles sont les raisons, les obstacles que vous rencontrez? Mon rapporteur général, puis après on passera au rapporteur spécial. Merci, monsieur le rapporteur général. Peut-être d'abord une précision sémantique et pardon de la faire. Nous ne considérons pas que nous touchons des subventions. Nous considérons que nous touchons des compensations. Et dans notre esprit, la différence est très considérable parce que l'État, c'est-à-dire le gouvernement et le législateur, nous fixent des obligations. Elles amènent à un certain nombre de dépenses qui sont toutes contrôlées par l'ARCEP. Donc ce n'est pas la Poste qui fixe ce qu'elle emploie comme charge pour résoudre les sujets qu'elle a. Et c'est ça qui est compensé. Et donc ce n'est pas une subvention, c'est très important. Vous avez raison, monsieur le rapporteur général, chaque fois, et vous avez vu que je l'ai fait dès mon introduction, de nous comparer à ce qui se passe ailleurs dans le monde. L'Italie, c'est la moitié, c'est vrai, mais l'Italie ne distribue plus par année que 2 milliards de lettres. L'Italie, c'est notre futur dans 10 ans. Et comme elle distribue 3 fois moins de lettres que nous, elle touche 2 fois moins de compensation. J'ai presque envie de dire qu'à la lettre, j'ai envie du régime italien. Non, mais parce que vous calculez, monsieur le rapporteur général, c'est aussi mon métier et celui de... Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de subvention qui serait une libéralité. Ça compense des charges que nous avons et nous sommes, je le dis factuellement, sous-compensés. Sur les 5 jours sur 7, nous y sommes très opposés. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça ne produit pas d'économie parce qu'on a déjà un réseau de frais fixes, infrastructures et personnel. Deuxièmement, parce que toute notre promesse et tout le pari de la diversification, qui sera gagné ou pas en 2030, je suis désolé, je ne peux pas le livrer comme ça, ce pari stratégique, c'est le fait que nous avons un réseau d'hommes et de femmes, les factrices et les facteurs, 65 000 aujourd'hui, qui peut rester au service du pays, même quand il n'y aura plus de lettres. C'est ça le pari stratégique. On est en train de le gagner avec le colis et les repas, mais si on passe 5 jours sur 7, eh bien, la promesse du pain quotidien distribué par la factrice et le facteur, ce que j'ai promis à l'UNCAS, ça ne marche plus. Voilà. Donc nous avons ce choix. Sur le passage de la compensation de 520 à 500, monsieur le rapporteur général, je dois dire que ça a été une surprise pour nous. Et l'auteur de ce passage est la direction du budget, pas nous-mêmes. Le quota de performance de la Poste a été atteint. L'ARCEP, qui mesure ses performances, a considéré que nous étions au rendez-vous. Et puis, il y a entre l'ARCEP et nous une régulation budgétaire qui nous a privés de 20 millions d'euros. Nous sommes absolument ravis de la retrouver pour la prochaine loi de finances, si c'est possible. Je le dis. Donc ce n'est pas un décalage de notre performance. Il est important qu'il y ait ce bonus sur la performance. Sur la diversification, quels sont les métiers qui vont émerger autour de nous? Et en fait, monsieur le rapporteur général, votre question, c'est à quoi ressemble la Poste en 2035, dans 10 ans? Bien, dans 10 ans, la lettre représentera 2 milliards, comme les Italiens aujourd'hui. Et elle ne fonctionnera pas si nous ne sommes pas compensés. Je pense que le premier métier restera le colis. Je pense qu'en France, le repas sera la première activité des facteurs. Pourquoi? Parce que notre offre de repas, et nous discutions avec l'UNCAS, c'est moins cher, c'est décarboné et c'est valable 6 jours sur 7, précisément parce qu'on reste 6 jours sur 7. Donc la Poste demain, c'est du colis, c'est évidemment de la banque assurance, c'est des services de proximité humaine
avec le aller vers pour lequel des politiques publiques vont se développer et le repas, et c'est évidemment du numérique. Donc, monsieur le rapporteur général, pour moi, c'est ces 4 métiers qui seront les piliers de la Poste. Enfin, sur la feuille de route de l'aménagement du territoire, vous savez, il y a une chose qui est très paradoxale, mais nous devons la gérer. C'est que moins un réseau est utilisé, plus il est difficile à maintenir. Moins il y a de courriers, plus c'est difficile de garder le réseau des facteurs. Moins il y a de fréquentation pour nos bureaux de poste, plus c'est difficile de tenir les horaires, etc. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire? D'abord, la grande ligne de notre accord avec l'AMF, c'est d'essayer de rechercher la mutualisation. Chaque fois qu'on le peut, partager des infrastructures communes. Et je vais utiliser une anecdote que j'ai peut-être déjà utilisée avec vous, mais c'était il y a 3 ou 4 ans, donc vous m'en excuserez. Je connais le bureau de poste qui sera ouvert dans un siècle. Je n'y serai plus, mais je connais ce bureau de poste. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez voir, monsieur le rapporteur général. Ah non, pour moi, non, ça c'est sûr. Pour le rapport... Non, mais je vais vous le dire, et c'est très intéressant, parce que ça a été construit avec un élu de la Manche. Au Sénat, bien sûr, mais peut-être moins fréquenté que celui du Mont-Saint-Michel, où l'Office du tourisme et le bureau de poste partagent la même implantation. Et c'est ça la clé. C'est pour ça que j'utilise toujours cet exemple. S'il y a des flux, nous restons. Nous voulons rester dans les territoires. Nous ne cherchons pas la façon la plus habile de quitter les départements. Nous voulons y rester, mais ce n'est pas la lettre qui va nous y faire rester. Donc nous cherchons la mutualisation et nous cherchons l'accord avec les maires. Si je peux donner la dernière tendance des points de contact dans nos contacts avec les maires, c'est moins d'agences postales communales et plus de sauvetage grâce à la Poste du dernier commerce local à travers un relais poste commerçant. C'est la dernière tendance qu'on essaye de faire. Pour nous, c'est central de rester dans les territoires. C'est la mission que vous nous avez donnée. Et c'est là aussi que vivent les 220 000 postières et postiers. C'est aussi pour leur emploi sur le territoire que nous nous battons. Voilà, j'espère répondu à votre question. Merci, Monsieur le Président. Parole aux rapporteurs spéciaux, Frédéric Espagnac, puis Thierry Cozic. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général a quasiment tout posé l'essentiel, donc il ne nous reste plus grand-chose. Je ferai donc une question très simple et directe pour Monsieur le Président Val, pour peut-être ouvrir une perspective pour lui. Juste revenir sur la suppression de la CVE donc pour 2027. Et je souhaitais donc vous interroger sur la pérennité du financement de la mission d'aménagement du territoire de la Poste. En particulier, avez-vous estimé le manque à gagner, et je pense que c'est important que vous nous le donniez, que représenterait la suppression de la CVAE pour le fonds de péréquation territoriale de la Poste? Et avez-vous obtenu auprès du gouvernement une augmentation de votre dotation budgétaire à due concurrence pour assurer la pérennité du financement du maillage? Je connais la réponse, mais je pense que c'est important que vous nous la donniez, Monsieur le Président. Thierry Cozic. Merci, Monsieur le Président. Je vais compléter, je vais être également extrêmement bref, puisque la plupart des réponses ont été apportées. Si je peux me permettre, Monsieur le Président, je voudrais quand même revenir sur le contrat d'entreprise 2023-2027, qui a été passé en juin 2023 entre la Poste et l'État, et qui met à la charge de l'État une obligation d'information quant au calendrier et à la méthode de désignation du futur prestataire du service postal universel. Est-ce que vous disposez d'informations relatives à ce calendrier de désignation ? Plus largement, le Parlement sera nécessairement amené à se prononcer sur la désignation de ce prestataire après le 1er janvier 2026. Quel est, selon vous, le calendrier adapté à cette désignation, à cette procédure parlementaire, eu égard à la densité du calendrier parlementaire, à la proximité de l'échéance? Et enfin, le service universel postal est devenu déficitaire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à compter de 2018, et qu'il fait depuis 2021 l'objet d'une dotation budgétaire spécifique. Est-ce que vous estimez que les modalités actuelles de calcul de cette dotation sont satisfaisantes? J'ai une grande partie de la réponse, mais je voudrais revenir quand même sur le rôle de l'ARCEP dans le calcul des coûts associés au service universel postal. Est-ce que, d'après vous, il doit être renforcé? Je vous remercie. Alors, temps de réponse, Monsieur le Président. J'y vais vite. La réponse à Madame la sénatrice, c'est non et non, mais je reformule la question pour que la réponse soit plus claire. Non, nous n'avons pas de perspective de compensation sur la CVAE, et non, nous n'avons pas de compensation à 100% de la mission d'aménagement du territoire, qui a même été failli être amputée de 15 millions d'euros. Donc c'est un vrai sujet, parce que
y compris dans votre réflexion, monsieur le rapporteur général, mais c'était la même chose à la commission supérieure du numérique et des postes et à la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale la semaine dernière. C'est votre premier sujet d'inquiétude. Donc là, nous, on est sous-compensés. Donc aujourd'hui, la réponse est non et non, mais je ne suis pas inquiet. On va continuer à discuter. Sur la question sur le contrat d'entreprise et l'opérateur de la loi de 2025. Alors, monsieur le rapporteur spécial, je ne vais pas pouvoir intégrer la contrainte de densité parlementaire parce que c'est au-dessus de ma capacité d'action. Ce n'est pas ma responsabilité. Mais pour nous, pour pouvoir être désigné et fonctionner le 1er janvier 2026, dans l'idéal, la loi sur l'opérateur postal qui comporte a priori un article serait idéalement votée le 31 décembre 2024. Pourquoi ? Parce que le suspense est assez faible sur le nombre d'entreprises qui vont venir pour essayer de proposer ce service, d'une part. D'autre part, parce que, en fait, par cet entretien, on commence la discussion d'une certaine façon. Et surtout, si nous étions désignés le 1er janvier 2025 pour faire cette tâche le 1er janvier 2026, il y a quand même 6 mois de négociations sur les tarifs avec l'État dans le nouveau cadre et avec l'ARCEP. Vous savez, les négociations de tarifs, ça prend beaucoup de temps. Et j'ai pris soin de vous dire dans notre introduction que l'augmentation de tarifs en France du timbre, qui a été importante, je ne la nie pas, elle est dans la moyenne européenne, mais ça ne veut pas dire que ça ne prend pas de temps. Donc idéalement, dans l'idéal, si j'avais une demande à faire, c'est qu'on puisse avoir voté ça, cet opérateur postal, à l'extrême fin de cette année, ce qui nous laisse 6 mois pour discuter avec l'ARCEP, ce qui laisse à l'ARCEP sa décision sur nos futurs tarifs 2026 et le fait d'habituer tout le monde à ce que seront les nouveaux tarifs. Là, le suspense est faible également, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ils seront en augmentation. D'accord ? Parce que toutes les postes du monde, je le redis, je l'ai dit à mes organisations syndicales depuis 13 ans, toutes les postes du monde doivent augmenter leurs tarifs. Sinon, elles n'arrivent pas à compenser le choc dont je vous ai parlé de plus de 6 milliards hier. Voilà ma demande, idéalement avant le 31 décembre. Le 31 m'ira aussi, d'ailleurs. Alors, Monsieur le Président, je vais donner la parole à un certain nombre de mes collègues. Dans l'ordre, Pascal Savoldelli, puis Éric Bocquet. Merci, Monsieur le Président directeur général et Monsieur le Directeur. Vous avez évoqué des notions importantes. Banque citoyenne, au plus près des territoires. Vous nous avez fait part des changements d'habitude de fréquentation. Je m'en excuse peut-être aussi vis-à-vis de mes autres collègues, mais je vais poser 2 questions très pragmatiques, très concrètes, qui touchent mon département. Je ne le fais pas régulièrement. La première, c'est sur les travailleurs sans papier de Chronopost en Val-de-Marne. Ça fait 2 ans et demi qu'ils ont un piquet de grève à Alfortville. Je pense que c'est une situation que vous connaissez. Ils demandent leur régularisation. Il y a eu plusieurs rendez-vous, préfecture, ministère de l'Intérieur, ministère du Travail. En gros, tout le monde tout le monde affirme qu'ils ne sont pas compétents puisqu'ils sont face à une illégalité au regard du travail. Donc la question que je vous pose, c'est que vous n'êtes pas le seul employeur, la Poste, mais voilà, je pense que ce conflit a assez duré et il touche une de vos activités logistiques. Donc, est-ce que vous êtes en mesure de délivrer des attestations d'employeurs ou d'intervenir auprès de vos filiales? Je pense à la filiale Géopost, à vos sous-traitants tels de Richebourg. Il faut mettre un terme. Ces gens-là, ces travailleurs-là, on a bien été content de les trouver pendant la pandémie. Voilà, ils ont travaillé. Donc voilà, je vous demande d'agir pour qu'on arrête ce conflit et qu'ils aient leur papier. Ça, c'est aussi la banque citoyenne. Après, ma deuxième question, c'est sur la banque au plus près des territoires et les chiffres que vous avez donnés, 2,1 millions de fréquentations passant à 800 000. Je prends des notes dans tout ce que j'entends. Alors moi, là, j'avoue que je ne comprends pas. Dans mon département, la Poste, à ma connaissance de manière assez unanime pour la Poste, mais avec très peu de concertation, vous avez fermé le bureau de poste d'un des plus grands centres commerciaux fréquentés en Île-de-France, Créteil-Soleil. Je ne comprends pas. Là, j'avoue que là, je m'excuse de prendre un exemple concret, mais j'ai regardé un chiffre. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. En 2020, en pleine pandémie, j'ai une fréquentation moyenne du bureau de poste de 400 usagers par jour. 400 usagers pendant la pandémie. Oui, en 2020.
Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai demandé évidemment aux autorités préfectorales, à la police, de savoir si les DAB étaient menacés, s'il y avait un problème d'insécurité, etc. Depuis, pas de problème d'insécurité. Donc là, je vous avoue que je ne comprends pas. Je m'excuse de prendre un peu le contre-pied d'un discours général et généreux de votre part, mais alors là, je ne comprends pas pourquoi on ferme ce bureau de poste qui est là, alors aux côtés du commerce aussi. Un des plus grands centres commerciaux de l'Île-de-France en termes de fréquentation. Ouais, je m'en excuse pour les collègues d'avoir été trop Val-de-Marnais. Merci. Éric Bocquet, puis Marc Laménie. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président et Directeur Général, je voudrais vous parler de la présence postale territoriale qui est bien sûr une préoccupation centrale des élus et parfois de conséquence des sénateurs, mais de l'ensemble des parlementaires aussi. Donc aujourd'hui, 17 000 points postes sur l'ensemble du territoire, c'est bien cela. Donc soit des bureaux de poste de plein droit, soit des agences postales communales, soit des points postes dans les commerces locaux. Comment ça se répartit dans ces trois catégories? Est-ce que l'évolution, j'imagine, est encore en cours? Est-ce qu'il y a un objectif à terme en termes de couverture territoriale dans ces trois catégories? J'entends parler dans certaines publications qu'à terme, il y aurait 2000 bureaux de plein droit et tout le reste serait ou des APC ou des points postes dans les commerces. Aujourd'hui, nous en sommes, je crois, à 7000 bureaux de plein droit, dont 1500 gérés par des facteurs guichetiers. On connaît ça dans nos territoires. On fait le guichet le matin et distribution du courrier l'après-midi. Donc, quelle est l'évolution globale de l'organisation? Deuxième point, c'est un point qui ne concerne pas directement la Commission des finances du Sénat, la politique salariale à la Poste. Vous avez parlé d'intéressement. Alors, ça se gère évidemment au sein de votre entreprise, entre salariés, organisations syndicales et vous, la direction. Mais j'ai rencontré un de vos salariés dans le Nord, préposé à Maubeuge, je crois, 22 ans d'ancienneté et 1450 € de salaire mensuel. Ça m'a beaucoup surpris, la faiblesse de cette rémunération. Est-ce qu'il y a une explication? Et quelle est la part d'intéressement qui pourrait concerner ce salarié, mais au-delà, les milliers d'autres? Quel est le niveau moyen, etc. Troisième point, l'activité courrier diminue, c'est une évidence, on le sait. Pour autant, l'activité colis est en pleine explosion. Avec le e-commerce, on voit partout circuler des véhicules, y compris le dimanche d'ailleurs, pour livrer chez les gens des colis. Est-ce que la Poste a une part de ce trafic colis? Et si oui, quelle est cette part? Merci. Merci. Marc Laménie, puis Michel Canveil. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les présidents, de votre présentation, je dirais, pédagogique. Alors moi, je vais dire deux mots du département que je représente, les Ardennes, bien sûr. Bon, pour saluer aussi l'engagement de nos factrices et facteurs, parce que ce sont vraiment des interlocuteurs qu'on apprécie et qu'on reste aussi attaché, parce que moi, je fonctionne encore de façon très artisanale, donc je suis encore lettres, acheter des carnets de timbres, etc. Donc, et j'oublie pas non plus la Poste du Sénat, où, pareil, où on est toujours aussi très bien accueillis. Et donc, simplement, alors trois remarques. Bon, et c'est vrai, on a aussi dans nos départements, territoires ruraux, la présence postale, les relais postes. Mais par contre, dans les bureaux de poste, je dirais, qui sont ouverts en journée, en particulier centre de tri à l'entrée de Charleville-Mézières, qui est ouvert jusqu'à 19h, franchement, j'y vais régulièrement et il y a toujours du monde. Donc ça montre que quand même, il y a réellement une demande de présence humaine auquel on reste particulièrement attaché. Alors j'aurais un petit peu deux, trois interrogations concernant... Bon, je sais que dans les bureaux de poste à part entière, vous réalisez des investissements, il y a des bureaux en travaux. Dans les Ardennes, on est aussi concernés, aussi, il y en sont, je parle aussi en liaison avec mes collègues sur les départements et territoires respectifs. Et c'est vrai, alors, quel est, je dirais, les investissements que vous réalisez chaque année? Peut-être intéressant, parce que bon, c'est aussi de l'investissement, c'est aussi des entreprises qui travaillent, donc, et puis aussi une qualité pour améliorer de l'accueil. Et en ce qui concerne les distributeurs automatiques, et c'est vrai que bon, il y a quelques petits bourgs des Ardennes de moins de 1000 habitants qui sont dotés d'un distributeur automatique, et je crois que c'est important aussi pour la proximité. Et puis ma dernière question, parce que je veux surtout laisser la place à mes collègues, on est aussi pour le partage.
Donc, ma dernière question, c'est sur les frais bancaires pour les petites associations. Je participe beaucoup, comme mes collègues, à des sections d'anciens combattants, vraiment des modestes associations. Ils ont très peu de mouvements de compte, de mouvements sur chaque année, et ils ont quand même des frais bancaires relativement importants. Donc, y a-t-il des possibilités d'améliorer? Je vous en remercie sincèrement. Alors, Michel Canvet, puis Dominique Delège. Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation, et aussi pour les rencontres régulières que vous organisez qui nous permettent d'évoquer l'actualité de la Poste tout au long de l'année. Je veux aussi saluer Bertrand Munch, avec qui j'avais eu le plaisir de travailler lorsqu'il était à la tête de la DILA. Ma première question porte sur l'offre des clients fragiles par la Banque Postale, puisqu'on voit une évolution quand même tout à fait significative des bénéficiaires de cette OCF, plus 20% entre 2021 et 2022, plus 16,6% l'année passée, pour atteindre le million de bénéficiaires. À quoi expliquez-vous cela? Est-ce que c'est une meilleure connaissance du dispositif, ou y a-t-il d'autres raisons qui expliquent cela? Et est-ce que cela pèse beaucoup sur le fonctionnement de la Banque Postale? Une seconde question peut-être sur les agences communales, pour rappeler qu'à mon sens, l'indemnité qui est versée aux communes qui mettent en place une agence postale communale demeure assez réduite au regard des coûts réels. Et donc, il me paraît souhaitable qu'à l'avenir puisse être examinée la possibilité de revaloriser cette indemnité versée par la Poste pour la tenue des agences postales communales. Et puis, troisième et dernier sujet, vous avez évoqué les 65 000 facteurs tout à l'heure. Est-ce que dans une société qui est très conflictuelle, vous êtes affrontés, vos personnels sont affrontés aussi à des agressions de la part des usagers? Comment est-ce que cela se traduit tant dans les bureaux de poste que vis-à-vis des facteurs qui vont au domicile? Dominique Delège, puis Thomas Dessus. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez évoqué la question de la présence postale. Et je souligne, et je m'en réjouis, pour voir, puisque chacun parle de son département, que dans le mien, en Ille-et-Vilaine, les agences postales et les relais, ça fonctionne plutôt bien. Pour autant, la présence postale, ce n'est pas que les agences, c'est la distribution du courrier. Et là, je dois vous dire mon étonnement. Je suis assez vieux maintenant, j'ai connu une période où il y avait 2 distributions par jour. Je ne demande pas qu'on en soit là. J'ai connu une période où il y avait 1 distribution par jour. Je peux comprendre qu'avec la diminution de l'activité, ce soit peut-être pas nécessaire d'avoir une distribution de courrier tous les jours. Pour autant, ce serait quand même bien qu'il y ait une régularité et qu'on sache quel jour le postier passe et qu'on perde un peu moins de lettres. Donc je voulais vous interroger sur ce point particulier, à savoir la présence postale, mais pas simplement du côté des bureaux, mais du côté des usagers, l'arrivée du courrier dans les boîtes aux lettres. Merci. Merci. Thomas Dessus, puis Marie-Claire Cargé. Merci, Monsieur le Président. Je vais ajouter ma voix à mon collègue Savoldelli. Je ne partage pas votre optimisme dans la relation entre les élus et vos services quant à la fermeture ou non des bureaux de poste. À Lyon, sur les dernières années et sur les prochaines années, vous allez fermer 30% des bureaux de poste de la ville, avec des élus qui parfois se heurtent à un mur quand ils essayent de discuter avec vous pour le maintien ou pas de certains bureaux, y compris un bureau qui a été incendié dans un quartier populaire au moment des émeutes de juillet dernier, où la ville de Lyon a fait plusieurs propositions pour réouvrir ce bureau en proposant des locaux, et où vos services ont balayé toutes les propositions, préférant attendre 2025 un nouveau bureau de poste. Alors, vous me direz, en zone urbaine, les gens peuvent circuler de bureau en bureau, il reste des bureaux, et la ville de Lyon est bien dotée en services de transport, mais
Il se trouve que ce sont des quartiers qui parfois ont une population fragile, voire âgée, qui n'a pas le réflexe forcément, ou en tout cas il voit comme une grande difficulté de se déplacer. Et donc on se heurte à une colère des habitants et à un mur de votre côté. Et donc on a un vrai problème pour l'accessibilité bancaire et pour le rôle que les bureaux de poste jouent dans certains quartiers. Alors il se trouve que moi, dans ma jeunesse, j'ai travaillé 10 ans au guichet à la Poste et dans différents bureaux de poste. Et donc je connais l'importance dans la vie d'un quartier de ce service public. Et le voir se déliter ainsi inquiète beaucoup des habitants. Et donc on a un vrai problème, en tout cas sur Lyon en ce moment, de fermeture de bureaux massive et non concertée avec les élus. Ça, c'était ma première question. Et puis ma deuxième question, vous êtes passé un peu vite, monsieur le directeur de la Banque Postale, sur la décarbonation des actifs. Quel poids encore ont les investissements fossiles dans les actifs de la Banque Postale? Merci. Marie-Claire Carragé, puis Hervé Moret. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En décembre, je crois, même si la plupart des demandes de Sud PTT ont été rejetées, la Poste a été condamnée au regard de l'application de la loi sur le devoir de vigilance. Je crois que vous avez fait appel. Je voulais connaître le sens de cet appel et savoir si la politique de la Poste en la matière avait cependant évolué depuis ce jugement ou pas, que ce soit en matière de contenu du plan de vigilance, de cartographie des risques, d'établissement de mécanismes d'évaluation des sous-traitants, signaux d'alerte, suivi, etc. Merci beaucoup. Hervé Moret, puis Christian Billac, auquel je souhaite un bon anniversaire. Et c'est toi ou lui? C'est le bon anniversaire. Bien, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Messieurs les Présidents, quelques questions à mon tour en complément peut-être de celles qui ont déjà été posées. Monsieur le Président, vous avez à un moment donné initié une expérience dite de camion jaune. Je ne crois pas que vous nous en ayez parlé ce matin. Quel bilan en tirez-vous? Est-ce que cette expérience se poursuit? J'aimerais bien avoir quelques informations dessus. Concernant la Banque Postale, il y a eu un changement de gouvernance en 2023, si je ne m'abuse. Je ne sais pas si je peux vous en demander les raisons, mais j'aimerais en tout cas vous demander les conséquences du changement de gouvernance en termes de politique, en termes d'objectifs, et puis même si c'est peut-être un peu tôt, en termes de résultats. Et puis dernière question, vous seriez étonné que je ne vous en parle pas, Monsieur le Président, les DAB. Les DAB, ça fait des années que j'en parle à chaque audition du président de la Poste. Le nombre de DAB continue à diminuer, je crois que c'est moins 20% en 10 ans. J'avais plusieurs fois évoqué avec vous la possibilité que là où il y a vraiment une demande de DAB, il puisse y avoir un partage des coûts avec les collectivités si elles le souhaitent. On a tenté de mettre en place une expérience dans l'Eure qui n'a pas abouti. Est-ce que dans d'autres départements ça a pu aboutir et où en êtes-vous de votre politique en la matière? Merci beaucoup. Christian Billac, puis Jean-Marie Mison. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir sur le service universel postal. Ça fait de nombreuses fois que j'interviens à ce sujet. L'ARCEP chiffre le coût de la commande de l'État et l'État ne paye pas le coût. Je trouve ça quand même cavalier pour moi lorsqu'on a une autorité indépendante qui fixe le coût d'un service. La moindre des choses, c'est d'honorer la dette. Et j'y reviendrai, et à nouveau en séance au PLF, cette année, je déposerai un nouvel amendement pour mettre la compensation de la Poste à hauteur de l'ARCEP, parce que c'est quand même pas le souk où on négocie, je ne sais pas moi, il y a une estimation, on paye ce qu'on doit. Enfin, la campagne, on fait comme ça. Donc c'est la première chose. Et le coût. Vous savez, il y a quelques semaines, quelques mois, on oublie, il y a eu les Gilets jaunes. La France périphérique, qui disait à la télé. Eh bien, moi, je dis que même à 100 millions ou 150 millions, pour avoir des billets, non pas dans un DAB, mais à l'agence postale du village, pour avoir le pain qui est livré chez la mamie ou le journal, pour avoir un bonjour, pour avoir un contact, eh bien, c'est pas cher. Parce que les gilets jaunes, ça a coûté beaucoup, beaucoup plus cher que la Poste. Et donc, moi, je crois qu'il ne faut pas
mégoté. Je ne suis pas un dépensier, tout le monde le sait, mais je crois qu'il ne faut pas plaindre quelques sous sur le service public postal universel, parce que c'est autre chose que le service public postal universel. Voilà. Sur les agences, il faut mutualiser, c'est ce que j'ai fait dans ma commune. La poste était ouverte le matin, la mairie l'après-midi, et bien désormais, la mairie accueille l'agence postale et est ouverte du matin au soir. Et ça ne coûte pas un centime. Et je me répète, dans toutes les réunions que je fais avec les maires, je leur dis, mutualisez l'agence postale, vous avez raison, monsieur. Alors moi, quand même, je suis un peu critique sur des points. Je ne vais pas être quand même laudateur du début à la fin, monsieur le président. Ça voudrait dire que j'ai vraiment vieilli, vous voyez. Donc, vous avez dit que vous aviez des frais d'infrastructure et de réseau incompressibles, et c'est normal. Et ça devrait être votre force, et ce n'est pas forcément votre force. Vous ne l'utilisez pas assez, selon moi. La banque postale, peut-être monsieur le directeur me dira que j'ai tort, mais n'est pas le prêteur numéro 1 des collectivités les plus rurales dans lesquelles la Poste est présente. La Poste est là, partout sur le territoire, mais pour les petites communes, la Poste n'est pas le banquier numéro 1, loin s'en faut. Et deuxièmement, sur mon territoire, il y a beaucoup de domaines viticoles, et les domaines viticoles, ils envoient des échantillons aux clients, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 1 bouteille, je ne sais pas, le client. Et là, la Poste vient le matin dans le domaine, truc, machin ou chose. La camionnette, elle vient, et la Poste, elle coûte le double que les autres opérateurs. Alors là, moi, j'ai de la peine à comprendre. Parce que l'autre opérateur, il vient pour aller au fin fond des vignes chercher des bouteilles. La Poste, il a déjà la camionnette du facteur ou de la factrice, elle coûte plus cher. Et ça, moi, j'ai de la difficulté à comprendre. Pardon, Jean-Marie Mison, puis dernière intervenante, Florence Blatix-Contat. Merci, Monsieur le Président. Nous l'avons compris, la Poste traverse depuis maintenant une longue période des évolutions qu'ont connues peu d'entreprises, en tout cas dans ce volume et dans cette ampleur. Et je voulais demander à Monsieur le Président si, dans la perspective maintenant de l'avènement et même de la généralisation de l'intelligence artificielle, cette IA représentait pour la Poste une opportunité ou une nouvelle menace. Je connais des entreprises qui s'en réjouissent, beaucoup s'inquiètent de l'arrivée de l'IA. Certains y voient un atout, d'autres y voient précisément une menace. Je voulais savoir comment vous approchez cette intelligence artificielle dans les fonctions respectives, les missions respectives que vous assumez. Deuxième et dernière question. Vous avez tout à l'heure réaffirmé, Monsieur le Président, votre attachement à la semaine de 6 jours. Et je me demandais, dans la mesure où vous avez l'ambition de devenir le principal porteur de repas à domicile, rappelant en cela votre engagement devant le CCAS de je ne sais plus quelle commune, vous savez, même les gens qui sont en difficulté, ils mangent 7 jours sur 7. Et je me demande si stratégiquement, 6 jours, c'est le bon chiffre. Je me demande si ce n'est pas le moment d'aller vers une véritable rupture et de s'adapter véritablement au marché si vous souhaitez vraiment vous y installer et faire prospérer votre entreprise. Merci. Merci. Dernière intervenante, Florence Blatix-Contat. Merci, Monsieur le Président. Donc la Poste est un acteur important de l'inclusion bancaire et nous pouvons nous en réjouir. Voilà, je souhaiterais avoir le bilan de cet accompagnement des publics les plus fragiles dans l'accès aux comptes, mais aussi dans la prévention du surendettement. Comment s'est développé le dispositif appui sur l'ensemble du territoire? C'était ma première question, alors qu'aujourd'hui, on a vraiment une recrudescence des situations de surendettement. Quel bilan faites-vous aussi du développement du microcrédit qui permet l'accès à des ménages à la faible solvabilité au crédit? Et enfin, vos actions en termes d'inclusion numérique, où en est-on? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole pour répondre à nos 11 collègues qui sont intervenus.
Oui, et d'abord, merci de ces questions qui montrent votre attachement, votre intérêt et votre regard vigilant et critique sur notre entreprise. Évidemment, Stéphane Dédéian a pris la liste de tout ce qui concerne la banque. C'est lui qui répondra. Je commence par les sans-papiers. Ces sans-papiers ne sont pas des salariés de Chronopost. On les appelle par convention médiatique les sans-papiers de la Poste ou de Chronopost. La Poste, non plus que Chronopost, n'emploie jamais de salariés sans papier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre département? C'est un sous-traitant n'a pas exercé le contrôle suffisant pour être sûr que ces salariés qu'il mettait à notre disposition avaient des papiers, et on s'est trouvé dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait? Et évidemment, j'ai vu Luc Carvounas, qui est également dans votre département, sur ce sujet. D'abord, on a dit à ce sous-traitant, que vous avez nommé vous-même, qu'on arrêtait le contrat avec lui parce que, dans le cadre de la vigilance, et l'un d'entre vous a posé la question du droit de vigilance, nous devons contrôler les sous-traitants. Et là, il y avait un cas extrêmement clair où le contrôle n'avait pas été fait alors qu'il devait le faire. Première chose. Deuxième chose, on s'est tourné vers l'État en disant « c'est à vous de prendre la décision, ce n'est pas à nous de prendre la décision ». Donc, je veux rappeler peut-être 3 choses essentielles, monsieur le sénateur, et merci de m'avoir permis d'indiquer ça. Dans la distribution du colis dans le monde, je dis bien dans le monde, la totalité du marché, sauf les postes elles-mêmes, est pris par des opérateurs qui utilisent la sous-traitance. Chronopost n'est pas une poste, il est un service haut de gamme d'express, il utilise la sous-traitance. Si nous devions sortir de la sous-traitance, ça veut dire que nous sortirions du marché. Donc ça, c'est la première chose. Nous avons besoin, en tout cas aujourd'hui, dans le cadre de la législation européenne telle qu'elle est, d'utiliser la sous-traitance. Alors après, là où vous avez raison, et Madame la sénatrice, vous avez également évoqué ce sujet, c'est qu'il faut qu'on la gère le mieux possible. Là, il y a eu un problème et on a mis fin au contrat du sous-traitant. Après, la situation de ces travailleurs, elle n'est pas dans notre main, elle est dans les mains de l'État. C'est ça que je veux dire. Mais pour nous, c'est essentiel, évidemment, d'être en règle avec les grandes règles. Alors, sur Créteil-Soleil, je dois vous dire, monsieur le sénateur, que je ne sais pas. C'est pas parce qu'on est dans un lieu fréquenté qu'il y a nécessairement beaucoup de trafic dans un bureau de poste. C'est ce que je veux dire. Mais compte tenu du fait que vous posez cette question très précise sur Créteil, on vous reviendra avec les chiffres. Parce que vous savez, c'est très simple. Le maintien d'un bureau de poste, c'est une histoire de fréquentation. Et je me permets, monsieur le sénateur du Rhône, d'aller vers vous. D'abord, on est en concertation avec les élus. On est en concertation. Je rappelle une chose très importante de notre contrat avec l'AMF. Nous n'avons pas le droit de transformer un bureau de poste dans une QPV, par exemple, si le maire n'est pas d'accord. Nous n'avons pas le droit. Et donc, comme nous n'avons pas le droit, nous ne le faisons pas. Et ce droit du veto du maire, d'un point de vue systémique, il est très utile parce qu'il nous évite de passer à l'as. Donc, nous sommes en discussion en ce moment même à Lyon sur l'avenir du bureau Mermoz qui a été totalement détruit. Convenons, monsieur le sénateur, que quand on a un bureau de poste qui est un vide carbonisé, c'est pas complètement idéal. Donc, on va trouver les solutions. Vraiment, on cherche les solutions. Non, mais vraiment, on cherche les solutions. Vous avez ce problème à Lyon, je peux en citer un autre. Nous avons le même problème avec la maire de Poitiers parce qu'il y a un bureau qui a été totalement détruit. Le problème, c'est qu'il n'est ni la propriété de la ville, ni la propriété de la Poste et qu'il y a un propriétaire qui ne fait pas les travaux. Donc c'est ça le sujet, vous voyez. Donc vraiment, monsieur le sénateur, nous sommes dans la concertation et c'est inscrit dans le fonctionnement avec l'AMF. Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord. La question des DAB, Stéphane y reviendra. Par rapport à l'ensemble de l'architecture des bureaux de poste, monsieur le sénateur du Nord, 17 000 points de contact, on en a un peu plus en fait, 7 000 bureaux de poste, dont 1 500 facteurs guichetiers. Je me félicite de la présence des facteurs guichetiers parce que ça permet de garder, malgré une faible fréquentation, la localisation. 5 000 agences postales communales, un peu plus de 2 000 commerces. Comme je vous le disais, le mouvement récent est un mouvement de plus, notamment dans le rural, de plus de relais postes commerçants, parce que le maire et la Poste choisissent de soutenir l'activité d'un commerçant local. Voilà ce qu'on fait.
Je ne connais pas les projets à 2000, pourquoi pas 1000, pourquoi 500, non. Je veux dire, notre but, c'est d'en garder le plus possible, et ça passe par la fréquentation. Et je remarque avec satisfaction que plusieurs d'entre vous ont appuyé cette idée de la mutualisation. C'est comme ça qu'on va tenir avec les élus, et c'est aussi pour ça qu'il est si important que ça de se concerter. Sur la politique salariale à la Poste, évidemment, cette transformation, elle est très difficile, premièrement. Deuxièmement, on est sous forte contrainte de revenus. Troisièmement, les négociations salariales ont fait l'objet d'accords au cours des 10 dernières années. À chaque fois, on a trouvé un accord, pas nécessairement avec tous les syndicats, mais on a trouvé un accord qui a permis d'appliquer la politique salariale. On essaye de le faire au maximum. L'intéressement, il a été de 524 € l'année dernière, ce qui est beaucoup pour un facteur, hein, compte tenu du chiffre que vous avez donné. L'année précédente était meilleure, on a été à 860. L'année précédente à 590. Donc, chaque fois que la Poste a un bénéfice qui est meilleur, ce qui a été le cas des 3 dernières années, c'est mieux pour les salariés. Sur le colis, votre question est très importante aussi. Bien sûr, la lettre s'effondre. Nous avons beaucoup de colis, mais le problème, c'est qu'en France, il y a 2 réponses, en France et à l'international. En France, le colis, ni par son revenu, ni par la charge de travail qu'il représente, ne compense la lettre, même si, pour répondre à votre question, Colissimo La Poste, Chronopost et DPD, nos 3 marques, sont de loin le premier leader du marché français. Donc nous avons une part majoritaire, la plus importante de toutes les postes anciennes en Europe, sur son marché domestique, à peu près 67% du marché, mais ça ne suffit pas à compenser les 6 milliards qu'on a perdus. Pour faire simple, on a perdu 6 milliards de chiffre d'affaires à cause de la lettre, on en a gagné 2 sur le colis en France et 6 sur le colis en dehors de France. Mais pour gérer le problème d'effectifs, ça ne nous sert à rien, ça nous sert globalement pour le groupe. Par rapport à la question sur le coût réel des APC, on fait ce qu'on peut. Et comme on n'est pas totalement compensé, monsieur le sénateur, je ne peux pas vraiment vous annoncer une hausse de notre contribution aux APC. D'une certaine façon, ça va un peu dépendre du gouvernement et du législateur. Si la Poste a plus d'argent pour financer ses CTBT et ses investissements, elle pourra éventuellement mieux contribuer. Je veux quand même que vous ayez en tête, et on en a beaucoup parlé avec à la fois David Lisnard, le président de l'AMF, et André Léniel, le premier vice-président, dans 40% des cas de nos agences postales communales, notamment rurales, il y a moins de 5 personnes par jour. D'accord ? Donc là, franchement, notre compensation, on la trouve pas si mal. Par rapport à votre question sur les incivilités, oui, bien sûr, il y a beaucoup d'incivilités. Il y a beaucoup d'incivilités. Et là où les incivilités sont les plus fortes, c'est dans les bureaux de poste. Là, il y a des violences quotidiennes. Alors là, nous avons 3 réactions. La première réaction, c'est que nous poursuivons systématiquement au judiciaire l'auteur d'une agression, et c'est un avocat de la Poste qui se met aux côtés des salariés qui ont été agressés. C'est systématique. La deuxième chose, c'est que si l'agression a été violente, nous fermons le compte. Nous fermons le compte, parce que c'est trop grave de mettre en cause l'intégrité. Troisième chose, on a des plans de protection avec des vigiles parfois et de formation du personnel. Évidemment, c'est un sujet très, très lourd chez nous. Monsieur le sénateur Delège, oui, quand il y a moins de courriers, c'est plus compliqué à distribuer. Pardon de ce paradoxe, hein. Mais quand un réseau est beaucoup moins utilisé, c'est beaucoup plus difficile d'assurer la régularité. Mais globalement, le flux majeur qui détermine la régularité, ce n'est plus la lettre rouge, c'est le colis. C'est ça qui fait que le facteur passe tous les jours. On s'efforce de donner plus de régularité. Je dois dire que maintenant que la nouvelle gamme courrier, c'est-à-dire la disparition de la lettre traditionnelle rouge, est avérée, je pense qu'on va pouvoir retrouver de la fréquentation. Je pense avoir répondu à monsieur le sénateur du Rhône sur notre gestion. Je dois dire enfin que dans la gestion des bureaux de poste, je veux vraiment essayer de clore le débat tout de suite. Nous ne cherchons pas une seconde à être rentable, hein. Pas une seconde.
Nous cherchons juste à être équilibrés. Nous cherchons à ce que le coût soit à l'euro près équilibré. On ne cherche pas du tout à être rentable. Sur la banque, on cherche à être rentable. Sur le colis face à Amazon et à Deutsche Post DHL, on cherche à être rentable. Mais sur les bureaux de poste, on aimerait juste être équilibré. Malheureusement, on ne l'est pas. Sur le jugement du tribunal de grande instance de Paris sur le devoir de vigilance, Madame la sénatrice, nous n'avons pas été condamnés. Nous avons fait l'objet d'une injonction. Pardon de cette différence, mais c'est très important. En fait, il y avait 6 moyens qui étaient articulés par le syndicat Sud. Il a été débouté sur 5. Et il y en a un sur lequel le juge a dit « Voilà ce que la Poste devrait faire ». C'est assez simple, Madame la sénatrice. On n'est pas parfait. Le cadre législatif tant français qu'européen sur la sous-traitance et le devoir de vigilance est tout sauf établi. Vous avez, vous, législateurs, des droits que vous établissez de manière extrêmement précise. À ce moment-là, c'est facile à suivre. En matière de sous-traitance, ce n'est pas le cas. On essaye de faire au mieux. On essaye de faire au mieux et on fait appel surtout pour que le juge arrive, notamment au regard de la directive qui vient d'arriver, à donner plus de précision à ce que doit être notre devoir de vigilance. Voilà. Mais quand le droit est très clair, on cherche vraiment à l'opérer. Les camions jaunes, je ne vous en ai pas parlé parce qu'on va les lancer, Monsieur le Président. On va les lancer. Donc voilà. Dès qu'on les aura lancés dans 5 départements très ruraux, on viendra vous expliquer comment ça fonctionne. Je regrette qu'on n'ait pas trouvé d'accord sur les DAB dans l'Eure. On en a trouvé dans l'Ain. Et donc, ça veut dire que Stéphane essaiera sans doute d'en trouver dans l'Eure. Vous voyez, on est aussi à votre disposition là-dessus. Sur le changement de gouvernance à la Banque postale, vous avez le droit de me poser toutes les questions et je vais évidemment y répondre. C'est un sujet de performance, c'est comme ça. Et Stéphane Dédéian a comme charge de rétablir, même si la Banque postale a gagné de l'argent, une performance plus fondamentale pour nous. Sur le rôle de l'ARCEP, pour nous, ça dépend de vous, législateurs. Nous, c'est un régulateur avec lequel on travaille très bien, qui est très exigeant, qui est très précis dans ce qu'il nous demande. Nous, ça nous va. Voilà. Et ce qu'on espère, c'est que ces avis dans tous les domaines soient suivis par nous-mêmes et par l'État. Je pense que vous m'avez compris, monsieur le sénateur. Alors, sur la livraison viticole, là, je dois dire que je ne sais pas. Ce que je sais, monsieur le sénateur, c'est que nous avons un produit spécifique qui s'appelle Chronoviti et qui est le leader du marché. Alors, peut-être pas chez vous, mais ça veut dire qu'avec Yannick Imbert, dès notre audition terminée, on se voit et qu'on envoie un Chronoviti chez vous. Parce que vraiment, dans le Bordeaux et en Bourgogne, c'est très puissant et ça marche. Mais pas chez vous, donc il faut qu'on corrige. Et merci de nous dire qu'on a des parts de marché à gagner chez vous. Moi, ça me convient. Vous avez un bon commercial. Je vois ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Sur l'intelligence artificielle, monsieur le sénateur de la Moselle, nous, on va considérer, mais comme de toute chose, que c'est une opportunité. Et je veux insister là-dessus. Avec les postières et les postiers, quand on a vu la disparition programmée de la lettre, on n'a pas choisi de dire que c'était la calamité. On s'est dit, c'est une opportunité de transformation. C'est la même chose pour l'IA. Sur l'IA, il y a aujourd'hui 60 000 postiers qui ont fait le tutoriel qui s'appelle Objectif IA, 60 000 sur les 220 000 en France, pour expliquer ce que c'est. Ça aidera la banque, le patron de la banque en parlera, ça aidera les facteurs, et nous ferons la formation du personnel. C'est quelque chose pour nous d'important. Je n'ai rien contre le 7 jours sur 7, et vous m'avez en 2014, dans cette commission même, interrogé sur le travail le dimanche. Simplement, il faut que le client, c'est-à-dire le CCAS, paye le service du dimanche. Parce que si on le livre 7 jours sur 7, c'est évidemment plus cher le dimanche. Mais je veux dire 2 choses, monsieur le sénateur. D'abord, la livraison du samedi comporte 4 repas. Et quand elle est faite par une régie, 6 repas, puisque nous, on fait un jour de plus. Si le client CCAS ou le client associatif nous dit « on veut la livraison de dimanche », on va le lui livrer le dimanche. On trouvera des volontaires. Simplement, ça va coûter sensiblement plus cher. Mais nous, on est prêt à ça. Ça fait plus de marge, plus de business.
Et globalement, on est en concurrence partout, monsieur le sénateur. Toutes nos activités sont en concurrence. Et vous voyez les 5 grandes banques françaises, c'est des sacrés concurrents. Vous voyez Amazon, c'est des sacrés concurrents. Et j'ai l'impression que j'ai terminé pour ce qui me concernait et je passe le ballon ovale, ou pas ovale d'ailleurs, à Stéphane Dédéian. Merci beaucoup. Alors, sur la question qui concerne les frais bancaires des petites associations, écoutez, nous, on est vraiment très soucieux de pratiquer les tarifs les plus modérés possibles et on se compare en permanence du point de vue de nos tarifs. Et le dernier comparatif que j'ai sous les yeux, on a fait une étude pour les 6 services de base sur la tenue de compte, le fait d'avoir une banque en ligne, le chéquier, la carte de paiement, les commissions de mouvement et les frais de connaissance client. Et quand on met tout ça bout à bout, on est en 5e position sur un classement de 21 banques. Grosso modo, on est à 161 € dans une fourchette qui peut aller jusqu'à 582 €. Donc, je pense qu'effectivement, pour de nombreuses associations, elles trouvent que c'est encore trop cher, mais je crois qu'on est soucieux, en tout cas, de notre positionnement tarifaire. Sur l'offre des clients fragiles, comment on explique les mouvements et puis peut-être le bilan qu'on tire de l'inclusion bancaire, etc. C'est l'occasion pour moi de vous dire que pour nous, il y a 2 choses différentes. Il y a d'un côté la mission d'accessibilité bancaire, où là, ce sont des gens qui sont uniquement détenteurs d'un livret A et qui ont pour caractéristique de faire énormément d'opérations au guichet sur ce livret A parce qu'ils s'en servent comme un porte-monnaie. Et ce sont des définitions a posteriori. Ça, nous en avons 1,4 million de bénéficiaires. Ce qui est important pour nous, c'est de mesurer que lorsque les personnes entrent dans cette mission d'accessibilité bancaire, il y en a un nombre significatif qui en sortent parce que ça veut dire qu'on a joué notre rôle de leur mettre le pied à l'étrier de l'utilisation d'un compte en banque. Il y en a à peu près 35% tous les ans. Le chiffre est assez stable, autour d'1,4 million. Il y en a 35% tous les ans qui quittent la mission d'accessibilité bancaire pour être bancarisés, ce qui pour nous est un chiffre plutôt positif, si on peut employer ce terme pour des personnes en situation forcément un peu difficile, mais ça veut dire qu'on leur met le pied à l'étrier, qu'ils ont un compte en banque et qu'ils rentrent dans le système bancaire. Après, il y a les clients en situation de fragilité financière et qui bénéficient des dispositifs d'inclusion bancaire. Là, il y en a 1,7 million. Parmi ce 1,7 million, il y en a 670 000 qui sont bénéficiaires de l'aide sociale. Et on en a 550 000 qui ont été accompagnés au cours de l'année, soit par un conseiller bancaire avec notre score de fragilité, puisque nous sommes la seule banque à avoir un critère extra-légal d'identification proactive de la fragilité financière en fonction du niveau de ressources qui met la personne en situation d'être inférieure au seuil de pauvreté. Et ce qu'on peut dire, c'est que ou alors ils sont accompagnés par l'appui. Et l'appui, c'est vraiment un conseil personnalisé à distance. On a une 30aine de conseillers aujourd'hui. On est en train d'ouvrir une 2e plateforme d'une 10aine de conseillers pour commencer. Et sans doute, dès qu'on pourra, on l'augmentera. Et là, pour le coup, on leur apprend à gérer leur budget et surtout, on les aide à remplir toutes les formalités pour bénéficier des aides sociales parce que malheureusement, dans le pays, il y a encore 30% de personnes qui auraient droit à l'aide sociale mais qui ne savent pas comment y accéder. Et là, typiquement, c'est plus de 50 000 personnes qu'on a su accompagner dans l'année pour leur donner le bénéfice des aides sociales en étant très proche d'eux. Oui, donc je crois qu'on a vraiment une action très, très positive dans ce domaine. Sur la décarbonation des actifs. Alors nous avons été la première banque à ne plus investir un seul euro dans des projets qui mettent en jeu des énergies fossiles. Mais on n'a pas vendu tous les actifs qui avaient des énergies fossiles, donc il en reste un peu dans le bilan. Il en reste moins de 10% du bilan. Et on sera sorti en 2030 pour la Banque Postale et au plus tard en 2040 pour CNP Assurance. Et pourquoi n'avons-nous pas vendu ces actifs? Parce qu'on pense qu'on a un meilleur rôle à jouer en restant au capital de sociétés qui engagent des énergies fossiles et d'être un actionnaire exigeant dans le dialogue en Assemblée générale. Et nous avons chaque année des dialogues pour leur demander d'avoir une trajectoire de sortie des énergies fossiles qui soit compatible avec l'accord de Paris. Et notamment, on intervient dans les assemblées générales quand il y a le fameux mot à donner sur la trajectoire de décarbonation. Alors, peut-être quelques mots complémentaires sur le changement de gouvernance, quelles conséquences on en a tirées. Bon, moi, j'ai changé la gouvernance de la banque, j'ai lancé un plan d'économie,
nous avons le projet de fermer Ma French Bank, puisque c'est un succès commercial, mais ça n'a pas trouvé son modèle économique. Donc nous avons tout un tas d'actions vigoureuses pour réduire cet écart de performance et revenir dans une trajectoire qui nous permettra d'avoir une rentabilité durable pour continuer à assurer nos missions de service public, d'inclusion bancaire, comme je l'ai dit. Sur les distributeurs automatiques de billets, là, je voudrais être très clair. On va rentrer dans une phase de stabilisation autour de 5500 distributeurs automatiques. Il y a eu une période pendant laquelle nous avons supprimé les distributeurs dits en doublon parce qu'ils étaient très proches d'autres distributeurs. Nous allons arriver là, à partir de 2024, à stabiliser les choses autour de 5500 distributeurs automatiques de billets. Enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est que oui, le nombre de DAB baisse, mais notre part dans les DAB augmente. Parce que les autres... Oui, voilà. Non, mais pardon, monsieur le sénateur, je dois le dire. Et nous avons un réseau de distributeurs automatiques de billets en propre, qui n'est pas partagé avec d'autres banques. Et nous pensons que c'est important de le garder en propre pour avoir la maîtrise de notre maillage et être certain que quand il y a un sujet à régler à un endroit, on a la latitude pour pouvoir agir. Voilà, et je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Peut-être juste une précision, monsieur le sénateur. Pardon, mais la Banque Postale est la première banque de financement des collectivités locales. Là encore, peut-être pas dans votre département, mais plus la commune est petite, plus sa part de marché à la Banque Postale est importante. Donc dans les régions et les départements, d'autres banques nous résistent d'une certaine façon, mais plus la commune est petite, plus on a une part de marché importante. Je comprends que sur Chronopost et sur la Banque Postale, on a besoin de venir vous voir et de renforcer notre présence dans votre département. C'est ça que je comprends. Qu'on a été les premiers à mettre en place le prêt vert et social à partir de 500 000 €, justement pour les petites collectivités locales. Donc ça fait aussi partie de notre mission de démocratisation d'un certain nombre de produits qui d'habitude sont réservés à d'autres ou à certains. Merci, Monsieur le Président. Merci à l'ensemble de votre équipe de vous avoir accompagné ce matin. Je recommande à mes collègues, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, de participer, d'aller au petit déjeuner du président Val, oui, parce qu'on apprend plein de choses. Voilà. C'est table ouverte chaque mois au musée de la Poste. Voilà. Et je ne peux pas dire mieux. Un souvenir et une gratitude éternelle personnelle. Fin mars, début avril 2020, mes chers collègues. Je présidais à l'époque un département et comme l'ensemble des présidents de conseils départementaux, nous ne savions pas ou nous étions très inquiets sur le paiement des allocations sociales à un moment donné où toutes les équipes, parce que c'était le début du confinement, n'étaient plus en mesure d'assurer peut-être une prestation qui aurait mis à feu le pays. C'est avec la Poste et avec le président Val que nous avons trouvé une solution pour que l'ensemble des bureaux soient fournis avec les moyens humains qui allaient, avec les services de gendarmerie, parce qu'il fallait en assurer évidemment les protections. Et si le 5 avril 2020 s'est bien passé dans ce pays, nous le devons personnellement au président Val. Non, nous le devons aux postières et aux postiers, monsieur. Oui, mais il fallait prendre la décision et quand je l'ai prise, j'étais ici avec l'ADF. C'est vrai qu'on a un peu parlé tous les deux. La journée était quand même compliquée. Souvenir de l'ADF. Je vous garde une minute, Président, parce qu'on a, on a 3 choses à valider. Merci, et alors on regarde Rhône, Val-de-Marne et Chéroux. Voilà, et l'Hérault. On regarde ça. Sérieusement.